Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette mini-série dédiée à l'homme et la nature. Nous arrivons à la fin de cette période de confinement, donc je vais aussi arrêter cette mini-série et je vais vous laisser aujourd'hui avec une question qui nous est posée par Paul Gauguin dans son œuvre qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Boston, l'œuvre Testament du peintre qui s'appelle D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Ce sont trois questions essentielles qui, je trouve, d'une extrême actualité. L'œuvre la plus importante pour Gauguin, comme il nous l'a dit, parce qu'il avait peint dans des circonstances particulières. En effet, il était très souffrant et il avait donc décidé de mettre fin à ses jours. Dans son lettre qu'il écrit à un ami, Gauguin nous témoigne de toute l'importance qu'il avait accordée à cette peinture. Il écrit: j'ai mis là, avant de mourir, toute mon énergie, une telle passion douloureuse dans des circonstances terribles et une vision tellement nette, sans correction, que les hâtifs disparaît et que la vie surgit. C'est une œuvre qui présente la forme longue d'une frise et qui va être lue de droite vers la gauche, comme l'écriture dans les pays du soleil levant. Je vous ai déjà expliqué l'importance de la découverte de l'art japonaise dans les épisodes de cette mini-série dédiée aux œuvres de Cézanne et de Monet. Et pour Gauguin aussi, donc la découverte de cet art oriental va ouvrir de nouveaux horizons artistiques. Cette frise est divisée en trois parties illustrant les trois questions du titre. Donc, dans la droite, on a les nourrissons entourés des trois femmes qui illustrent la question d'où venons-nous. Ensuite, au milieu, on a un groupe de figures allant de la jeunesse jusqu'à l'âge adulte qui montrent ce que nous faisons donc, dans notre vie quotidienne sur terre. Et dans la dernière partie, la vieille dame complètement repliée sur soi-même montre sa réconciliation ainsi que sa résignation à cette destinée qui nous attend tous. D'ailleurs, sa position fétale évoque aussi ces liens invisibles qui unissent la naissance à la mort. Et tout derrière, on a l'idole bleue qui montre, indique le monde de l'au-delà. L'environnement représenté est volontairement ambigu. C'est à la fois une évocation de l'Éden biblique, mais aussi une représentation d'une Tahiti imaginaire, authentique, dont Gauguin avait rêvé toute sa vie. En effet, Gauguin, quand il arrive à Tahiti pour la première fois en 1891, est vite confronté à la réalité de la cupidité de l'administration coloniale et il n'y trouve pas ce paradis dont il avait fantasmé. Il va donc écrire dans son livre des souvenirs Noa Noa, il écrit: c'était bien fini, la civilisation hélas triomphait, soldatesque négoce et fonctionnarisme, les rêves qui m'amenaient à Tahiti étaient cruellement démentis par les présents. C'est la Tahiti d'autrefois que j'aimais, et je ne pouvais me résigner à croire qu'elle fût tout à fait anéantie, que cette belle race n'eût nulle part sauvegardée de sa vieille splendeur. Le tableau, c'est en synthèse de toute la recherche artistique qu'a menée Gauguin tout au long de sa vie, mais aussi à la découverte de soi. On ne peut pas dissocier l'art de Gauguin de cette recherche de son véritable soi et d'un retour à un état primitif de l'homme quand il vivait en étroite relation avec la nature. Toute sa vie, Gauguin, il avait voyagé, il avait passé son enfance au Pérou, pays
dont sa mère était originaire par sa famille. Et ensuite, il s'était embarqué dans la marine nationale. Il avait d'ailleurs aussi participé à la guerre franco-prussienne. Puis il va s'installer à Paris pour travailler à la bourse et mènera une vie bourgeoise avec sa femme et ses 5 enfants, jusqu'à quand il va faire la rencontre de la peinture et va s'intéresser de plus en plus à l'art, aussi grâce à la rencontre avec Camille Pissarro, qui va l'introduire au groupe des impressionnistes avec qui il fera les premières expositions. Il décidera finalement de se dédier seulement à la peinture. Il va quitter son travail, il va quitter sa femme et ses enfants pour aller vivre en Bretagne, une région qui à l'époque était encore authentique, encore préservée de la modernisation et où la vie n'était pas trop chère. Il va donc en 1883 s'installer à Pont-Aven, là où il y avait déjà beaucoup d'artistes qui étaient attirés par les paysages champêtres et tous ensemble ils vont former ce groupe qui sera appelé plus tard l'école des Pont-Aven. Dans une lettre adressée à un ami qui peignait aussi, il écrit Gauguin un conseil: ne copiez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant des vents. Et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre devant maître créé. Après un premier voyage à Tahiti, Gauguin décide de s'installer là-bas en 1895. Il était complètement fasciné par les Tahitiens, par ces peuples qui voyaient honnêtes, encore bons, sans vice. Et en particulier, il était fasciné par les belles Tahitiennes, ces femmes qui ne cessera de peindre dans ses tableaux, toujours dans des poses des calmes, dans une figuration plutôt élégante, tout en gardant leur propre simplicité. Gauguin, dans ses tableaux, ne nous donne pas les réponses aux 3 questions qui se posent, mais c'est à chacun de nous de trouver nos propres réponses. Lui, Gauguin, il les avait notamment retrouvées en vivant au rythme de la nature, ces rythmes longs et cycliques qu'il représente dans ses tableaux. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à penser que l'être humain est allé trop loin dans cette recherche effrénée du succès, du bien-être artificiel, du bonheur éphémère, et que malheureusement, ce sont des choses qui nous éloignent de plus en plus de cette vie originaire qui nous relie tous, qui nous relie d'abord nous, les êtres humains, entre nous, avec donc les animaux, les plantes, les rivières, les montagnes, les océans, donc notre planète et à l'univers entier. Je vais terminer cette mini-série sur l'homme et la nature avec quelques réflexions que nous a laissé Gauguin dans ce livre Noa Noa, en espérant vous avoir apporté encore aujourd'hui quelques petites pensées et quelques instants de beauté. Je m'étais imaginé qu'avec de l'argent, je trouverais tout le nécessaire de la vie. Erreur. C'est à la nature qu'il faut s'adresser pour vivre, et elle est riche et elle est généreuse. Et ne refuse rien à qui va lui demander sa part des trésors, qu'elle garde dans ses réserves, sous les arbres, dans les montagnes, dans la mer. Mais il faut savoir grimper aux arbres élevés, aller dans la montagne, revenir charger les fardeaux pesants, prendre les poissons, plonger, arracher dans les fonds de la mer les coquillages solidement attachés aux cailloux. J'étais donc, moi, l'homme civilisé, inférieur pour l'instant aux sauvages, vivant heureux autour de moi, dans un lieu où l'argent qui ne vient pas de la nature ne peut servir à l'acquisition des biens essentiels que la nature produit.